Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonsoir, je vous demande de vous arrêter et de retour en ce, je vois mes collègues déjà rigoler très fort, ouais. C'est une bonne chose. Donc nous sommes le lundi 30 septembre 2019 et sur West Track Radio, eh bien, nous sommes de retour en cette belle journée, si je puis dire, puisqu'on se retrouve. Ouais, ah oui, voilà, oui. Parce qu'en termes de température et de temps, c'était pas la joie sur le Havre. Nos cœurs et nos... Martin Solveig a eu de la chance, il n'y a pas plu au moment où il a fait sa prestation. Exactement. Et nous on est ravis. Mais moi j'avais de la chance, j'étais pas là-bas. Moi j'étais pas là non plus. Moi pareil. Mais ravi de nous retrouver en tout cas. Alain n'est pas présent. Non, il y en a qui disent qu'ils sont à l'ouest. Ouais. On va peut-être dire qu'il est à l'est. Ouais, voilà. Il le prendra mieux ou alors il est au nord. Enfin, il n'est pas là. Je vois qu'il n'est pas là ce soir. Mais bisous. En tout cas, on l'embrasse bien fort. On t'embrasse, évidemment. Alain. Et puis, on aura un coup de cœur de sa part à citer en fin d'émission. Donc quel homme étonnant. On reviendra. Mais même absent, il est là. Et oui, il est toujours présent en nous. Attention, Alain. Changeons de sujet. Chez toi, moi, j'ai rien vu. Voilà. C'est au sens figuré. Ah oui, d'accord. Pas au sens propre, bien sûr. Oh, c'est pas si propre que ça. Bon, en tout cas, nous sommes de retour pour cette nouvelle émission de Je vous demande de vous arrêter. Et ce soir, au programme, 3 sujets, si normalement on a le temps de bien tous les aborder. Et un premier sujet... D'ailleurs, attendez, quand même, je cite... Tu veux qu'on démarre par quelque chose ? Peut-être parler de Thomas qui est à la réalisation ce soir. Ah bien sûr, oui. Salut Thomas. Merci, bonsoir. Ça fait moins de bruit quand on est 3. Ouais. Et donc, pour un premier sujet, on va vous parler de ces artistes qui connaissent un succès, alors fulgurant ou qui est petit à petit en cours de développement, et puis qui un jour sombre. Et pour illustrer ce sujet, on va donc vous passer un extrait de chanson que vous allez reconnaître tout de suite et vous allez de suite deviner de quel artiste nous allons parler. Je peux danser ? Thanks a lot to say you back. The blame's on you now. Yeah. Je sais bien ce que tu dis de moi à tes copains quand je suis pas là. Ça me fait rien. Ça ne touche même pas. Mais je te préviens, je vais pas me laisser faire comme ça. Car j'en ai marre, ouais. Je n'ai plus l'ombre d'un espoir. La beau pleurer, c'est trop tard. Je veux plus d'amour illusoire, tu sais. Je peux perdre le temps à t'écouter car tu t'érailles. Oh, what a shame. Shame on you. Il ne fait plus le plan. L'amour fou des fiançailles. Oh, what a shame. C'est quelle année ça ? C'est les années 90. Donc, Qu'est-ce qu'elle chante du nez ? C'est pas possible. Ah oui, c'est incroyable. Vous l'avez reconnu ? Oui, c'est Ophélie Winter. Ophélie Winter. Et la chanson Shame on You. Honte à toi. Honte à toi. La chanson s'appelle comme ça. Quelle année tu dis ? C'est les années 90, j'ai plus la date en tête exactement. Ouais. Alors les gens la connaissent, le grand public si je puis dire la connaissent pour la chanson Dieu m'a donné la foi. Mais c'est surtout l'occasion là d'écouter une chanson d'une autre chanson de son répertoire. Et mais puis, je m'en rappelais cette chanson-là. Moi j'ai cramé des dance floors là-dessus. Ouais. T'as cramé carrément. Non, sérieusement. Les années 90, les boîtes, c'est une star phénoménale. Et pourquoi on parle d'Ophélie Winter ? Moi, je crois que la plupart d'entre nous est au courant. Le Midi Libre en parle d'ailleurs dans une publication, dans un papier, le 20 septembre, et bien en disant que Ophélie Winter, ruinée, devenue SDF, la chanteuse vit dans l'enfer des rues de Paris. Et donc, elle errerait dans les rues de Paris en cherchant à se sortir coûte que coûte de son statut de SDF. Et il y a eu des photos publiées dans Public, c'était le 20 septembre dernier, qui font mal au cœur, nous rappelle l'article. L'interprète de Dieu m'a donné la foi lutterait quotidiennement pour s'arracher à la rue et aurait dû se résigner à rendre la clé du modeste hôtel dans lequel elle venait de passer 3 jours. Son seul toit désormais, révèle le magazine Public, celui de sa Smart. Voilà, donc quelqu'un qui a été... Excuse-moi Martin, j'ai cru voir aujourd'hui dans un article que la Smart, elle serait partie en fourrière.
Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bah justement, après, alors là, une autre source que le Midi Libre, c'est Gala, le vendredi 27 septembre, donc c'était vendredi la semaine dernière. Eh bien, effectivement, il y aurait eu le véhicule, donc sa voiture qui lui aurait été prise effectivement. Ouais. Donc c'est assez violent parce qu'on se rend pas bien compte de ce qui arrive à ce type d'individu, de personnalité publique. Moi, je suis toujours étonné parce que je me dis, c'est des gens, on a l'impression qu'ils ont un train de vie qui leur permet de. Ils ont un train de vie. Un train de vie, ouais. Et ils ont un train de vie qui n'arrive plus à tenir. Et c'est pas la seule à être comme ça, hein, d'ailleurs. Hein. Ah oui, il y en a eu bien d'autres. Ouais. Mais j'arrive pas à comprendre comment on peut passer d'un statut de vedette avec certainement un portefeuille, mais peut-être à tort, hein, qu'on pense à tort ça, avec un portefeuille qui lui permet d'avoir de quoi mettre de côté pour son avenir, et puis du jour au lendemain être ruiné. Le truc, c'est que c'est pas parce que t'es connu et reconnu que t'as l'argent qui vient avec aussi. On est bien d'accord. Ça dépend comment tu gères ton business. Faut bosser, parce que c'est vrai, après c'est que de l'image, et l'image rapporte rien. Hein. Après, c'est pas une... Enfin, je pense qu'aussi, l'image, voilà, ça dépend si les gens, ils adhèrent ou s'ils adhèrent pas. Et ça, la reconnaissance, tu peux rien faire. Soit tu l'as, soit tu l'as pas, quoi. Il y a certainement une question aussi d'encadrement ou de vie perso, tu parles. Ouais, des gens à côté d'eux qui peuvent être soit tirés vers le bas, soit peut-être un petit peu plus rafraîchir les idées en disant voilà, c'est éphémère tout ça. Puis elle a une vie, il faut savoir qu'Ophélie Winter, elle a une vie assez forte, je veux dire. À l'époque, elle était, je sais même pas si elle avait 18 ans. Elle avait une relation avec Prince. Et elle expliquait, moi je me rappelle d'une interview qu'elle avait donnée il y a quelques années, où elle expliquait qu'en fait tous les week-ends elle était invitée par Prince en première classe, donc elle partait de Paris en première classe pour aller le voir. Je voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est Indianapolis, c'est là où il habitait. Et elle a entretenu pendant très longtemps une relation avec lui. Elle a eu une relation que vous rappelez tous sûrement avec MC Solar. Je l'ignorais. Quand je l'ai. Ouais. Bah alors, par contre, moi, je vais te dire, j'ai une anecdote. Elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Moi, j'avais rencontré Ophélie Winter à Cannes avec MC Solar. Moi, je peux te dire qu'à l'époque, quand on les voyait, on n'avait pas une bonne image d'elle, et même de MC Solar d'ailleurs. Ils se foutaient de la gueule des gens, mais quelque chose de. Puis ils se cachaient même pas, quoi. MC Solar, lui, à l'époque, il avait un jouet en main. Je sais pas si vous vous rappelez le premier caméscope DV. Tu sais, à la taille d'une cassette. Donc pour l'époque, c'était un truc qui coûtait la peau des fesses. Et il filmait les gens comme ça, un petit peu en se foutant de leur gueule, avec Ophélie Winter qui était là en train de se foutre de notre gueule aussi. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas une image hyper forte de cette nana. Par contre, elle a eu un gros succès. Je pense qu'elle a été animatrice télé. Oui, sur la chaîne M6. Donc je pense qu'elle devait avoir de très très beaux salaires. Parce que marchait bien, hein. Ça fonctionne. Je crois qu'elle a fait le Hit Machine, non, c'est pas ça ? Le Hit Machine, et puis les soirées où c'était animé avec la dance à l'époque, je crois qu'elle y a participé. Dance Machine. Le Dance Machine, voilà, c'est ça. Et vous savez, tous les titres de l'époque, il y avait Culture Beat, il y avait Master Boy, vous savez, tous ces groupes de dance des années 90. Vous vous souvenez pas ? Ces groupes qui ont fait un gros déjeuner au soleil. Mais moi, je trouve qu'effectivement, donc ils sont dans une certaine mouvance. Je crois qu'ils de temps en temps, c'est pas méchamment que je le dis. Je pense qu'on touche plus les pieds par terre. Je sais pas si c'est si brutal que ça en fait. Ces descentes aux enfers. On les voit comme brutales parce qu'on est de l'extérieur, mais peut-être que c'est quelque chose qui est ambiant pour elle. Ça a mis peut-être un certain temps. J'ai l'impression que c'est le cas. Nous de l'extérieur, on découvre que la star des années 90 n'a plus rien ou semble ne plus rien avoir. Et là, la brutalité, on la voit nous, on la ressent surtout. Ouais. Mais elle est peut-être pas si brutale que ça. Comme disait Thomas, ça dépend de la personne, de comment il gère, de comment il se prépare à tout ça. Est-ce qu'elle en a les moyens ? Est-ce qu'elle en a l'intelligence ? Parce qu'il y a ça aussi. Je veux dire, Ophélie Winter, je sais pas trop comment elle est dans sa tête, mais je veux dire, t'es à la tête de millions, de milliers, de dizaines de milliers d'euros. Tu les vois quand même cramer à un moment donné.
avec un petit peu de lucidité, quoi. Je sais pas si c'est si brutal que ça, en fait. Après, ce qui est aussi difficile dans ce métier, après, moi, sans savoir, je n'ai absolument aucune information sur ses revenus et ça ne me regarde pas, mais de manière générale, quand tu travailles dans cette activité-là, c'est l'intermittence du spectacle. Ouais. Tous ne sont pas forcément logés à la même enseigne. Pour avoir côtoyé des comédiens, puisqu'elle est elle-même aussi comédienne, il y a des tas de comédiens qui se demandent comment ils vont faire pour réaliser le nombre d'heures nécessaires pour avoir leurs droits. Et beaucoup dans le doublage, il y a beaucoup de comédiens qui font du doublage notamment parce que ça leur permet d'avoir une activité à peu près régulière, parce qu'ils ne tournent pas forcément au théâtre, ils ne tournent pas forcément dans des spots publicitaires ou de cinéma ou de téléfilm. Donc il y a aussi une précarité et on le sait. Et d'ailleurs, Patrick Poivet, qu'on avait évoqué une fois, qui fait le doublage des films de Bruce Willis, et lui disait que de toute façon, clairement, quand tu fais ce métier, tu décides de faire ce métier, t'es prêt à crever de faim, quoi. Parce que tu sais que c'est très, très fluctuant au niveau des rémunérations, des revenus dans cette activité. Jean Reno le disait lui-même, il disait, je crois que c'était après le Grand Bleu, le téléphone n'a pas sonné pendant X mois. Je venais de faire le Grand Bleu, ça m'avait mis sur le devant de la scène, le téléphone n'a pas sonné, il est resté, je crois, plus d'un an sans travailler. J'ai l'impression aussi, c'est la violence de ce genre de situation, c'est de ne pas choisir, de ne pas avoir le choix et de ne plus avoir l'emprise sur son propre sort. Comme tu dis, le téléphone sonne plus. C'est les autres qui nous devient. Tu dépends du désir des autres. Tu dépends du désir des autres, en fait. C'est quand même assez raidos, ça, quoi. Tu contrôles rien du tout, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être à la mode et puis à un moment tu l'es moins, tu l'es plus, ou il suffit que tu te sois grillé avec quelqu'un d'influent et qui te fait la misère, quoi. Alors là, il s'agirait pas forcément de ça, puisqu'il y a un animateur célèbre qui lui explique que Ophélie Winter, en fait, serait recherchée activement par la police. Elle aurait reçu des menaces de mort de la part de son ancien compagnon et sa situation de précarité ferait craindre le pire aux forces de l'ordre qui veulent donc la retrouver au plus vite pour la protéger. Donc, vous voyez... Oui, parce que quand elle a fait l'émission avec cet animateur... C'est Hanouna, hein, enfin, voilà, tu parles d'Hanouna. En fait, à la base, ce qui était assez marrant, c'est qu'elle était annoncée comme étant invitée sur le plateau. Et elle n'est pas venue. Donc au dernier moment, je pense qu'il y a eu un changement. C'était une intervention téléphonique. C'était un duplex. Et il a expliqué qu'effectivement, à la fin de l'émission, il y avait des policiers qui attendaient pour essayer de rattraper Ophélie Winter, non pas pour l'incarcérer, mais pour la protéger. Et moi, j'ai trouvé que son intervention, elle était assez étonnante, entre guillemets, parce que elle a essayé de rire. Elle a essayé de dédramatiser le truc, mais d'un autre côté, t'entendais quand même son message qui disait j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, l'air de dire j'ai pas à me plaindre. Sauf que derrière, c'était un petit peu, tu vois, l'arbre qui cachait la forêt. Moi, je pense qu'elle est vraiment dans la merde. Sincèrement. Mais il y en a d'autres comme ça, hein, parce que je pense c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense à Mallory Nataf. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, Mallory Nataf, que bizarrement, paraîtrait-il qu'elle revient à la télé dans cette fameuse série où ça sent l'Oscar à plein nez. Comment ça s'appelle, mon Dieu? La vie. Non, l'amour, les mystères de l'amour, un truc comme ça. Les mystères de l'amour. Avec Hélène et les garçons, là. Je crois qu'elle est dedans. D'accord. Donc Jean-Luc Azoulay, le célèbre producteur de ces séries. AB Productions. De ces formidables séries. Je crois qu'il l'a refait retravailler. Et elle était bien à la rue. Hein, j'aurais kiffé jouer dans ce genre de truc, quoi. T'aurais aimé? Ah ouais, jouer dans ce genre de conneries, j'aurais adoré genre ça. Les garçons. Ouais, ce genre de truc. Le miel et les abeilles, c'était ça, ce feuilleton dans lequel elle était. Mallory Nataf. Tout à fait. Et là, ils essayent, je pense, de faire un peu du revival avec Mallory Nataf. Et après, excusez-moi, je connais pas le nom des acteurs, mais ceux qui ont joué dans Le miel et les abeilles, je pense qu'ils sont aussi maintenant, ils viennent dans cette série. Et puis bon, on n'oublie pas que sur Le Havre, il y a quelqu'un du Havre qui a participé à ces séries. Je crois que c'était Premier baiser, je crois. Anthony Dupré. Il est du Havre, Il est du Havre, et donc effectivement, il jouait dans ce type de série. D'accord. Après, effectivement, ça vaut ce que ça vaut. Alors là, on a parlé effectivement de la situation de Ophélie Winter, on a évoqué Mallory Nataf. Donc ça, c'est des personnes qui du jour au lendemain se retrouvent SDF. C'est en tout cas ce que nous dit la presse sur le sujet. Et puis il y a d'autres vedettes, d'autres artistes, et ces personnes-là, arrive à trouver des situations vraiment difficiles où on ne sait pas bien ce qu'il en est. Et c'est Muriel Robin qu'on va écouter, parce que Muriel Robin, elle a eu pendant quelques années, elle a disparu des radars et elle est revenue. Et voilà ce qu'elle expliquait à Marc-Olivier Fogiel. C'était en avril 2016. On écoute.
Je suis rentrée en clinique mi-janvier. Et j'ai de la chance d'ailleurs d'être dans un endroit que je connais. C'est l'endroit dans lequel je vais faire des jeûnes et non pas me faire des jeûnes. Encore que si c'était le cas, je ne le dirais pas. Mais en tout cas, faire des jeûnes, et puis enfin, c'est un endroit aussi où il y a tout un accompagnement médical. Et je pense qu'en Allemagne, ils étaient un petit peu en avance sur nous, coup de peau. Et le mot burn-out, c'est la première fois de ma vie que je l'entendais. Il n'avait jamais été prononcé en France. Et maintenant, on le prononce beaucoup à tort, parce qu'une dépression et un burn-out, ça n'a rien à voir. Je connais bien les deux, puisque Vous avez fait 4 dépressions. 4 dépressions et un burn-out, donc je peux bien en parler. Si j'avais à vous conseiller, je saurais pas quoi vous dire, vous voyez, parce que les deux sont bien. Le burn-out, on est une maison dont les 4 murs sont intacts et dont l'intérieur est cramé. La dépression, on ressent qu'on est triste, on ressent que les autres en face sont tristes, on continue à avoir de la compassion, on continue à avoir un avenir, même si on a moins d'envie, mais on a quand même envie de manger. C'est pas cramé à l'intérieur. Le burn-out, on ne ressent plus rien. Voilà, Muriel Robin, donc c'était dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel en avril 2016. Et voilà, une personnalité qui pourtant aimait du public, mais voilà, comme elle le dit, à l'intérieur, elle était totalement cramée et elle avait disparu totalement parce qu'elle avait besoin de se ressourcer. Alors, est-ce que pour le coup, le burn, ouais. enfin, vas-y. Pour le coup, Thomas, le burn-out, c'est comme un truc professionnel, quoi. C'est quand tu donnes tout pour ton taf et que tu te crames, quoi. Tu mets toutes tes réserves dans le boulot, quoi. Exactement. Et tu te protèges pas, quoi. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Moi, je me rappelle de Muriel Robin il y a des années. Elle avait un franc succès juste après le théâtre de Bouvard. Elle n'était pas comme ça à la télé. Moi, aujourd'hui, je la trouve quand même très triste à la télé, depuis un certain temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'était pas elle-même à l'époque, quand elle passait à la télé, quand elle faisait... elle cartonnait à l'époque. Et j'ai l'impression que depuis qu'elle se montre telle qu'elle est, déjà, j'ai l'impression que ça marche moins bien. Et j'ai l'impression. Je crois pas. Ah bah, je crois pas que ça marche moins bien. Tu trouves, toi? Ah bah, elle a été obligée de réduire son. Je me rappelle d'un spectacle qu'elle a fait il y a 3-4 ans. C'est de soin de soi. Je reviens de soin de soi. Elle a été obligée de stopper plus tôt. Ça marchait pas très bien. Voilà. Et moi, je me pose la question si finalement, est-ce qu'elle jouait un jeu à l'époque? J'en ai l'impression. Et que maintenant qu'elle montre son vrai visage. Moi, je t'avouerais, elle me fait plus de la peine qu'autre chose quand je la vois. Même quand elle sort des blagues aujourd'hui, elle ne me fait même plus rigoler. C'est bizarre parce moi, que oui. elle Moi, fait oui. quand même. Ah, moi oui, non, oui, oui, oui. moi non, parce Je que vois je ce la que tu sens veux dire. triste. Je vois ce que tu veux dire, mais Voilà. je pense qu'elle peut aujourd'hui afficher ce qu'elle est, comme tu dis, parce qu'elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle est devenue le personnage, donc elle aurait jamais pu démarrer ainsi, tu vois. Ouais. Mais elle me fait toujours mourir de rire. Il y a pas longtemps, je l'ai entendu faire une imitation de Sylvie Vartan en chantant L'amour, la c'est bande comme une son, cigarette, non? la bande son d'un supermarché, enfin la pub d'un supermarché. C'est du pur génie. Chez nos confrères des grosses têtes, c'est à mourir de rire. Non, pour moi, elle a toujours ce talent. Elle est Mais elle a du largement talent. au-dessus des autres, quoi. Elle a eu quand même, il faut pas oublier qu'elle a eu une belle récompense aux États-Unis dans son rôle de Marie Bénard de mémoire. Oui, c'est vrai. Je crois qu'elle a eu un Golden. Un Golden Si, elle a eu un Globe, Golden c'est Globe. possible. Là, j'avoue, je me suis pas renseigné sur. Elle a eu sur un ça. Golden Globe. Donc c'est quand même une personne qui a beaucoup de talent, mais peut-être qu'elle présentait une image qui ne la représentait pas. En tous les cas, voilà, comme quoi on est bien d'accord que ce sont des êtres humains comme vous et Tout à moi, fait. ils ne sont pas infaillibles, ils ont au contraire peut-être davantage encore de difficultés parce que c'est un métier extrêmement difficile. En tout cas, c'est ce que tous ceux que j'ai pu côtoyer, avec qui j'ai pu discuter, expliquent, ouais, attends, mais faut être sacrément costaud dans sa tête pour aller dans ce type d'activité parce que le show business, c'est vraiment On a peut-être bien fait, Très, les gars. très, très on, a bien peut-être, on a peut-être bien fait, les gars, de pas se lancer dans le showbiz. Rester je sais là pas bien, si on aurait bien voulu de nous, modestement. Alors du coup, pour illustrer ce sujet, on a 2 chansons potentielles. Parce que toi, Laurent, tu proposais Étienne Dao, les chansons de l'innocence. Retrouver. Les chansons de l'innocence retrouvées, pardon. Et moi, je proposais, alors un peu plus commercial, Garou, Sol, parce que... On va mettre Étienne Dao. Alors, on vote, on met quoi? Étienne Garou. Étienne Garou. Thomas, tu Moi, choisis je vote Dao, moi. Étienne Dao ou Garou. Ça Et on fait- revient Oh. sur un deuxième sujet à propos des régions. À tout de suite. Ça fait 2 contre 1, c'est ça? On y va, Étienne. Allez, à la tienne. Tiens-le À la bien. tienne, Étienne. Berlin disco queen.
Voilà, c'était Étienne Dao et le titre Les chansons de l'innocence retrouvées sur Westrack Radio. Il est 18h22 et on va aborder le deuxième sujet, j'avais un peu évoqué avant la coupure musicale, sur les régions. Avez-vous été attentif à ce sujet qui va vous passionner ? Je le vois déjà sur ton visage, Laurent, en tout cas. Écoute, j'exulte. Voilà. C'est la dépêche publiée, un papier publié le 24 septembre qui nous dit que ceci, la Cour des comptes épingle la fusion des régions. Ah bah ça débarre bien. Là, voilà, la réforme déjà on a une idée. Hein. La réforme territoriale est passée en 2016 et le nombre de régions métropolitaines est donc passé de 22 à 13 et selon l'article de la dépêche et la Cour des comptes, ça n'a pas permis de dégager les économies escomptées et ça a produit peu de gains d'efficience, selon le rapport de la Cour des comptes, donc publié le mardi 24 septembre. C'était donc il y a quelques jours. Et le truc, c'est que, par exemple, la fusion des régions a occasionné dans un premier temps des surcoûts importants. Et de fait, 3 ans avant la mise en œuvre de la réforme, les économies de gestion annoncées ne sont pas encore au rendez-vous. Ça, c'est selon la Cour des comptes. Est-ce qu'on a eu assez de temps ? Là-dessus, en 3 ans, j'imagine qu'ils avaient fait un budget prévisionnel, non ? C'est un hypothèse prévisionnel haute. qui envisageait un équilibre qui finalement est un gouffre. Ouais. Hypothèse pessimiste, hypothèse optimiste, c'est ce qu'on dit quand on fait un budget prévisionnel, non ? Ouais. Il faut se tenir à son cahier des charges, à son plan de financement. Mais on peut se poser la question de manière très générale. Est-ce qu'en général, la fusion, c'est positif ou pas ? Ouais. Alors après, ça peut être dans des boîtes. Hein. Est-ce que les moi, boîtes je vois, qui fusionnent, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Je me rappelle d'un sketch de Bigard qui disait que des fois, c'est bien aussi de faire des groupes de 2. Hein, mais il y a des fois, on peut se faire des groupes de 1 aussi, non ? On peut faire des groupes de 1, on peut fusionner, mais c'est bon. Non, là, quand même, la Cour des comptes précise quand même qu'il y a 3 régions qui ont réduit leurs dépenses de fonctionnement. Et c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont réduit de moins 12,9%. L'Île-de-France. Donc pour eux, ça a fonctionné ? Pour eux, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Pour l'Île-de-France aussi, puisqu'ils ont baissé leurs dépenses de 8,1%. Normal, Valérie Pécresse est derrière. Et Hauts-de-France a baissé de 2,3% ses dépenses de fonctionnement. Toutes les autres les ont augmentées et les plus mauvais élèves sont le Centre-Val de Loire, plus 16%, et l'Occitanie, plus 11,7% d'augmentation des dépenses. Voilà. Donc en fait, au final, la Cour observe une différence notable entre les régions fusionnées qui ont augmenté ses dépenses de 14,5% entre 2015 et 2018 et les régions non fusionnées qui les ont diminuées de 4,2% sur la même période. Parce que tout le monde n'a pas fusionné de la même manière. Il y a eu, vous vous souvenez, un peu des conflits sur on va pas fusionner avec eux, non ? Ça va pas ? C'est quoi cette histoire ? Hein ? Nous, on a eu le problème, non ? C'était... Enfin, sur la région Normandie, je crois que ils se sont battus, mais pas longtemps. On n'a pas voté, nous ? Non. Bien. Pour savoir quelle était la ville charnière de la Normandie. C'est resté Rouen. Hein. C'est vrai qu'il y avait le Havre, Rouen, il y avait le Havre, le conseil régional, il est à Caen. Ouais, mais apparemment, c'est Rouen. Il y a une assemblée à Rouen, ouais. C'est Rouen, hein. Alors, justement... C'est là où il y a Lubrizol. Oui. Tiens, oui, on aurait pu en parler aussi de ça. Ouais. Non, mais là, il y a Rouen, ça fusionne bien là. Rouen n'existe plus aujourd'hui à l'heure où on parle. Lubrizol, ça fusionne. Voilà. Ils pètent le feu. Et voilà, oui. On va toutes les faire. Thomas, t'en as une ? T'en as une ? Non, ça m'a Non. Michael ? Non, j'ai tout donné. Non. Laurent, tu peux donc sortir. Ça ne nous regarde pas. On rigole, mais franchement, il n'y a pas de quoi rigoler parce que sincèrement. Ouais. Enfin bon. Mais il y a quand même cette espèce de fantasme de fusionner les choses pour résoudre les problèmes. Tout ne peut peut-être pas se résoudre comme ça. Je vois, ça me fait penser à quelque chose. Alors, je tire un peu le truc. Ça me fait penser à cette histoire de banlieue. À l'origine, les banlieues sont créées, les HLM, pardon. Les HLM sont créés pour justement favoriser une inclusion de certaines populations. Et on est arrivé à un effet un peu pervers où c'est finalement totalement l'inverse qui est arrivé avec les phénomènes de ghetto et tout ça. J'ai l'impression que ces espèces de fantasmes de fusion génèrent finalement l'inverse de ce qu'on cherche. Alors je veux pas faire mon psycho à 2 balles, mais ça me fait penser à ça. Ces entreprises qui fusionnent par rapport à des restrictions budgétaires, j'en sais rien, ou des licenciements, enfin des redressements judiciaires, ce qui peut arriver. Dans les entreprises, la mutualisation des services, quand par exemple tu prends Tetra Pak qui pour toutes ces entreprises utilise un seul soutien informatique, voilà.
c'est problématique dans le sens où normalement enfin voilà, je vais faire mon économiste à 2 balles pour mon tour. Mais on est tous des professionnels à Le truc c'est que l'informatique tu peux pas mutualiser. Normalement t'es censé avoir des solutions maison, t'es censé faire des choses qui sont adaptées à ce que tu fais, et à vouloir comme tu dis tout mutualiser, tout globaliser et tout universaliser, en fait tu dénatures les problèmes et les solutions en fait. Oui, puis ça pose aussi la question de l'identité après. On est qui après ? Est-ce qu'on est celui d'avant ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Oui. Moi, vous savez à qui je pense quand vous discutez comme ça ? Bon, enfin, je pense pas qu'on ait le droit de le citer, mais c'est cette enseigne de fast-food qui est dans le monde entier et qui décide de dire voilà, on va trouver dans le monde entier, partout dans le monde, on sera capable de manger ce sandwich, le même partout. On perd l'identité, hein, ça c'est sûr. Celui qui dit venez comme vous êtes et puis vous ressortirez vous ressortirez comme un obèse. On ne peut rien te cacher. Ça doit être ça, je crois. Mais voilà, c'est-à-dire on perd la fusion, fait effectivement peut-être perdre l'identité. Alors là-dessus, André Valigny, qui est secrétaire d'État à la réforme territoriale, salut André, lui dit ceci. On t'embrasse. C'était en juin 2014. Il dit les meilleurs spécialistes pensent qu'en tablant sur des économies d'échelle et des suppressions de doublons, ce que tu disais Thomas, qui pourraient à terme représenter de 5 à 10%, on arrive à un gain annuel de 12 à 25 milliards d'euros à moyen terme. Alors pourquoi ça marche pas là ? Parce que là ça ne fonctionne pas. Alors en fait, là l'article, alors ça c'est France Info qui nous le dit, l'ancien secrétaire... 12 à 25 milliards ? Oui, on arriverait à un gain annuel de 12 à 25 milliards d'euros à moyen terme. Et là on en est loin, en Normandie, soi-disant on a économisé 11 millions. Oui, bah oui. Et c'est pour ça que... Il y a une différence de 1000. Hein. C'est pour ça que France Info rajoute ceci. Les comptes, ils sont pas, Kevin. Il dit, depuis, l'ancien secrétaire d'État a reconnu qu'il s'agissait d'une réponse improvisée. Voilà. Ah oui, on savait pas. Sans déconner. Oui. Donc en fait, l'institution dit la fusion des régions a occasionné dans un premier temps des surcoûts importants. De fait, 3 ans après la mise en œuvre de la réforme, les économies de gestion annoncées ne sont pas encore au rendez-vous, évidemment. Mais sachez que notre président de région, monsieur Hervé Morin, lui a un point de vue tout à fait différent sur le sujet. À votre avis, comment il se positionne par rapport à ça ? On a gagné 12 millions. Il a gagné de l'argent. Non, il a réduit des dépenses, non ? Eh bien, pour lui, toujours France Info, qui le cite, cette fusion a été une réussite majeure. Voilà ce qu'il dit. Il dit économiser de l'argent, ce n'était pas le but. Le but est d'avoir des régions qui sont en capacité de mener des politiques systémiques et de porter des investissements qui vont changer leur région. Quand je décide de financer une chatière au Havre, un lien entre la mer et la terre, je le peux parce que la région a désormais les capacités financières de le faire. Il n'y a que moi qui me demande ce que c'est une chatière ou quoi. Et donc, le budget de la Normandie est estimé. Et c'est quoi une chatière, oui ? Thomas est en train de regarder. C'est ça la vraie question. Posons-nous les vrais problèmes. C'est vrai que j'ai pas recherché autre mesure. J'ai pris la citation. Parce qu'il y a une c'est sûr, ça sonne bien. Il y a une chatte aujourd'hui, une chatte demain, mais une chatière. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va loin. Mais ça doit pas être ce qu'on pense, parce que c'est le truc qui permet de faire rentrer les chats. C'est des gros chats alors, des gros matous. Et donc, alors attends, le budget de la Normandie, pendant que Thomas fait la recherche, le budget de la Normandie est estimé à 2 milliards d'euros, 10 fois moins que celui d'une région allemande ou espagnole. Donc nos régions sont plus grandes qu'avant, mais elles sont loin d'avoir autant de pouvoir que leurs voisines européennes, et ça dépend de l'État, rappelle France Info. C'est comme les clubs de foot alors. Oui, voilà, selon qui tu as dans ton équipe, voilà, c'est pas toujours un budget, t'es en bourse ou tu l'es pas. Ouais. Thomas, tu as... Non, mais le truc, c'est que les Bundesland, ils sont beaucoup plus puissants que les régions françaises. C'est des limites des petits pays. C'est sur le système fédéral américain. C'est pas on peut pas comparer. On peut pas comparer. C'est pas possible. Et il y a d'ailleurs, j'étais tombé sur une émission d'Hubert Reeves, quoi, où c'était pas Hubert Reeves, c'est comment il s'appelait là, le biologiste qui était vachement, il a fini avec Parkinson et Alzheimer. En même temps. Ouais. Il y a Hubert Reeves et l'autre, c'est comment ? Oui, c'est un Russe, non ? Non. Ouais, je me demande si c'est pas Hubert Reeves, ouais. Et j'étais tombé sur une émission de lui où il parlait justement du fait de donner des responsabilités à des entités qui sont moins nationales, tu vois.
Et ben, en gros, il disait que le fait de rendre ça aux régions, ça casserait l'idée de nationalité en fait. Ça casse l'idée de nation en fait, parce que du coup, tu te sens plus français, tu te sentirais normand. Et du coup, le mec du Nord, ça serait un Nord-sain parce que il a pas les mêmes droits, il a pas les mêmes privilèges. Enfin, c'est créer de la compétition là où il y en a pas. En fait, tout bêtement. Alors que si tout le monde tous les Français avaient les mêmes droits et les mêmes devoirs et tout ça, du coup, tu crées une solidarité, tu crées une unité que tu perds. T'as plus de concurrence, quoi. Donc tu remets en cause l'Europe aussi, Thomas. La concurrence, ça, ils aiment bien ça, la concurrence. Ça fait avancer, à non? partir de... Ouais, oui, mais ça aussi, c'est pareil. C'était le même. D'ailleurs, c'est Hubert Reeves encore. Il aimait pas trop l'idée de concurrence. Il préférait l'idée de compétition ou d'émulsion, qui est beaucoup plus intéressante en fait, parce que à partir des différences de l'autre, t'avances et tu évolues et tu vas plus loin que si jamais tu fais la compétition avec quelqu'un. En gros, faire la compétition avec quelqu'un, ça revient à écraser l'autre. Donc c'est pas, tu t'élèves pas forcément. La question, c'est comment est-ce que tu t'écrases l'autre. Donc c'est pas du tout intéressant. Tu t'évolues pas. C'est à celui qui pourra avoir le dessus sur l'autre, effectivement. Donc la Cour des comptes. Oui, et d'ailleurs, ça fait penser à un truc, excuse-moi. Ouais, mais dans le village des Schtroumpfs, celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est le grand Schtroumpf. C'est le seul qui est différent, ouais. Et la Schtroumpfette. Et la Schtroumpfette. Par contre, ils sont combien de Schtroumpfs pour une Schtroumpfette? La Schtroumpfette, elle prend cher quand même. Elle est toute seule. Oui, j'en étais sûr. Non, mais elle est toute seule, la pauvre. En tout cas, pour ce sujet, sachez que la Cour des comptes, ça c'est France Info qui le rappelle, elle recommande notamment à l'État, et là je cite, de renforcer l'exercice effectif par les régions de leurs responsabilités en matière de développement économique. Et Hervé Morin a dit ceci: cette réforme est une réussite majeure, au moins dans les régions qui ont été dimensionnées correctement. Pour la Normandie, il était évident que 2 sous-régions, ça n'avait pas de sens. Pardon, on s'est fait dimensionner trop large. On en parle ou pas de la fameuse usine d'éoliennes qui devait venir au Havre et puis qu'on n'a jamais vu émerger. Enfin, Areva, non? Ouais, non, mais il y avait pas un projet comme ça où voilà, la région s'est investie. C'était un projet qui remonte à très longtemps. On n'a toujours rien, toujours pas de boulot. Non. Et par contre, on a indiqué aux gens, mais vous pourrez vous former dans ce métier, il y aura des opportunités. Tout à fait. Bon, je crois qu'il y a des gens qui se sont formés plutôt du côté de la Somme, du côté d'Amiens. Il n'y a pas des trucs sur Fécamp aussi, non? Oui, sur Fécamp, il y a 5 éoliennes à Fécamp. La région Nord, mais sur le Havre, on n'a pas vu une éolienne. Et vous savez ce qui... Est-ce que c'est pas plus mal? Non, mais après, qu'il y ait des usines, moi je suis pour qu'il y ait des gens qui aient des emplois et qu'il y ait des travaux. Bon, t'as trouvé Chatière alors? Non, mais Chatière, c'est un truc pour faire rentrer les chats. C'est les petites trappes que tu vois dans les portes. C'est une image qu'il a voulu emprunter, je pense. Chers auditeurs, retenez au moins ça. La Chatière au Havre, c'est un lien entre la mer et la terre. Je pense que c'est pour faciliter. C'est une belle image. Une facilité de passer d'un monde à l'autre. Exactement. Je ferme les yeux. Derrière le miroir. Je ferme les yeux, j'y suis. Et vous savez, quand on a préparé l'émission, ça m'a fait penser à quelque chose. C'était vous vous souvenez le livre de Richard Matheson, Je suis une légende. Oui. Alors, quand on avait préparé, je vous avais dit, moi, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que il y a Robert Neville, le héros de ce livre, Je suis une légende, qui est le seul humain à être immunisé contre la morsure de chauve-souris. Et il y a une chauve-souris, je crois, qui meurt un humain, et cet humain est à la fois entre le zombie et le vampire, et ils ne peuvent sortir que la nuit. Et Robert Neville, lui, essaie... Digicode, la chauve-souris. et Robert Neville essaie, lui, de trouver un remède pour guérir tout le monde. Et tant pis, je vais spoiler. Alors, si vous n'avez pas lu ce bouquin, ou si vous avez vu le film, la fin du livre est différente, mais je vais spoiler. Spoil. Donc, alerte spoiler. Le bouquin est très différent à la fin, parce que Robert Neville se rend compte que la normalité, la norme de la société, ce n'est plus l'être humain, ce sont ces êtres à moitié vampires et à moitié zombies. Et donc, il prend conscience qu'il n'est plus la norme et qu'à un moment donné, ce qui définit la norme, c'est le nombre. Et de fait, il se laisse attraper. Et mais ça c'est la conclusion de ce qui ressort C'est-à-dire dans le film, il meurt? Dans le film, Will Smith meurt. Dans le film le plus récemment adapté. Il meurt, hein.
Non, il trouve un remède. Il trouve un remède. Dans le bouquin, il meurt. Hein. Dans le bouquin, il meurt parce que il dit voilà, Parce qu'il n'est plus la norme. je ne suis plus la norme, Ah ouais. donc je fusionne avec ce qui est la norme. Je suis quand même pas d'accord. Et moi, je dis que c'est le point de vue de Richard Matheson. Mais Parce vas-y, que- pourquoi tu n'es pas Parce d'accord? que même si le mec il est tout seul, c'est la norme quand même, parce que c'est son genre à lui. Les autres, c'est pas le même genre. Oui. Donc Ouais. les autres, ils sont dans la norme à eux. Et Oui. c'est pas la norme, c'est pas la norme du genre. Mais Même là, si le mec il est tout seul, il est normé. il est sa norme à C'est lui. c'est sa norme à lui. Ah, mais il est qu'un représentant. Bah oui, mais c'est un ensemble de 1. C'est un groupe de 1. Voilà, on revient à notre histoire du groupe de Je suis désolé, Je mon- préfère la mon conversation. côté mathématicien topologiste, j'ai au moins compris ça en topologie. Je préfère notre conversation sur Bac les plus schtroumpfs. 3. Et n'oubliez jamais que, en tout cas, avant de se quitter sur un morceau qui s'appelle Dans mon quartier, 1 + 1 égale 3. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards. Non, non, pas d'accès. Dans les rues, ça sent le lilas. On laisse le temps s'étaler. On voit le ciel en entier. On parle avec tendresse, la liberté de la gentillesse. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les radins, les mondains, les malins, les pressés, les blasés. Non, non, pas d'accès. Les filles ont les cheveux hirsutes. Les garçons portent parfois des jupes. Sur les trottoirs, on écrit des poésies. Les enfants claquent les doigts car la musique, c'est la loi. La 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 la. La la. La 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 la. La la. La 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 la. La la. La 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 la. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards. Non, non, pas d'accès. Au coucher du soleil, on court sous l'horizon. On marche sous la planète comme dans sa maison. Et ici on ne s'inquiète de rien. Notre passeport, c'était rien. Dans mon quartier, vous êtes tous invités. Mais quand même, ce quartier, faudra l'inventer. Voilà, c'était Riff Cohen, le titre Dans mon quartier sur Westrack Radio. Il est à l'horloge de Westrack 18h et 40 minutes, donc on va pouvoir aborder le troisième sujet. Oui, Laurent, tu veux dire? Bah, juste un petit truc, je pense, je voudrais pas dévoiler quelque chose. Je pense que Westrack dès demain sera en DAB+. Et oui, exactement. Parce que là, on est toujours en FM. Ouais, 95.9 FM. Et demain, donc, on va être en DAB+. Donc, c'est une nouvelle ère de la radio numérique terrestre. Oui. Si je ne m'abuse. Oui. Donc, je pense qu'effectivement, Westrack doit en parler assez souvent. Mais bon, on en parle nous aussi dans l'émission. Et oui, parce que c'est l'occasion d'être entendu un peu plus largement. On va plus loin, quoi. On va plus loin. Allez plus haut. Allez plus loin. Hein? Bon. Allez, Ça y est, j'ai dans la tête. Je vois que tu t'adaptes. Ah oui, je m'adapte. Oui. Bah oui, mais oui. Et très bonne transition, puisque le troisième et dernier sujet de la soirée, c'est évidemment le sujet des adaptations. Alors, adaptation d'une BD vers un film, d'un roman en film. Ça peut être également des romans en série télé. Bref, l'adaptation a plusieurs genres. Et c'est à l'occasion, justement, de deux adaptations, là, récemment sorties au cinéma. Eh bien, la première, c'est Le Dindon, qui au départ est une pièce de théâtre de Georges Feydeau, qui cette fois est mis en scène par Jalil Lasper, et qui est sorti le 25 septembre. Et puis un peu plus tôt, dans le courant du mois de septembre, il y a eu Le Chardonneret, adapté du livre de Donna Tartt, qui a été réalisé par John Crowley, et qui est sorti le 18 septembre. Eh bien, ce sont deux adaptations de genres très différents, puisque théâtre adapté en film, roman adapté en film.
L'idée, c'est qu'on puisse parler justement des adaptations, celles que nous aimons, celles qu'on aime moins, et puis notre avis en général sur comment qualifier une adaptation de vraiment réussie. Je suis surpris que tu n'aies pas cité sa deuxième partie, l'adaptation du livre de Stephen King. C'est vrai, j'aurais pu l'évoquer, mais tu en parles, est-ce que tu l'as vu très récemment? Ah oui, je l'ai vu. Et alors ta tête Alors non, sincèrement. J'en ai dit beaucoup de bien il y a 15 jours. Alors moi j'en dirais pas forcément du mal, attention. Et puis je suis qui pour dire du mal? Après ça n'est que mon avis, ça vaut pas grand chose. Il fait son petit modeste. Eh oui. C'est pas à moi de dire ça. Si je devais donner une critique par rapport au film, attention, je pense que le 2 se suffit de lui-même. C'est-à-dire, ayant vu la première partie que j'ai trouvée infinissable, pour moi c'était vraiment difficile. Je parle de la première partie. Pour moi, avec tous les flashbacks qu'il y a, avec vraiment toutes j'avoue, le film fait 2h45, 2h50, vraiment. C'est long, oui. C'est très très long. Par contre, bizarrement, le deuxième m'a paru très rapide. Il y avait peu de temps mort. Je sais que toi, par contre, pour le coup, j'ai trouvé des longueurs. T'as trouvé des longueurs. Moi, j'ai trouvé que ce film-là se suffisait de lui-même. Et puis après, la deuxième critique, est-ce que c'en est vraiment une? Parce qu'on va quand même voir un film d'épouvante. Enfin, c'est classé comme tel. Bon, c'est vrai que tu sautes au moins une vingtaine de fois sur ton fauteuil. En plus, si tu le vois en Dolby Atmos, je te dis pas, ça crache. Ça crache, comme diraient les inconnus. Ça crache dur. Ouais. Mais non, ils ont mis le paquet, j'avoue. Ils ont mis le paquet. Et puis, il y a une belle interprétation de James McAvoy, Jessica Chastain. Jessica Chastain. Voilà. Moi, j'ai trouvé que le film... Non, franchement, j'ai pas regretté d'avoir été le voir. Mais je me dis... pourquoi je me suis emmerdé à voir le premier, quoi? Alors peut-être que tu me diras l'inverse, toi, en ayant vu les deux, toi aussi. Moi, de manière générale, de toute façon, je suis pas objectif dès qu'on parle de Stephen King. T'es bon public. Je suis très très bon public sur ses bouquins. Les adaptations, en revanche, je suis pas toujours très content de ce qui en est fait. Mais l'adaptation de ça, j'ai trouvé qu'ils avaient repris de mémoire énormément de choses qui étaient dans le livre, notamment l'attaque de la statue qu'on voit, un des gamins, je sais plus lequel, si c'est Richie ou Poveri. Non, c'est pas le même. Richie Tosier. Je crois que c'est lui, mais j'ai un doute, je sais plus, il y a longtemps quand je l'ai vu. Où là, il y a l'attaque de la statue dans le bouquin, elle est restituée dans le film. Bon, voilà, des choses comme ça qu'on dit, tiens, s'ils adaptaient, j'aimerais bien voir ça. Mais voilà, après, c'est pas au goût de tous. Je pense que dans les années 80, la technique n'était pas encore là, n'était pas au rendez-vous pour pouvoir rendre la même chose qu'on a eu aujourd'hui sur cette deuxième adaptation. C'est vrai que les effets spéciaux, je suis pas un grand spécialiste des effets spéciaux, mais ils sont assez détonnants. Ouais. Mais je sais qu'autour de la table, vous avez des adaptations que vous chérissez ou que vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez plus voir. Thomas, Michael. Moi j'avais autre chose à dire, et après c'est juste très très rapide, parce que Laurent. Tu parlais de Feydeau tout à l'heure. J'ai eu la chance de voir La puce à l'oreille, donc une pièce de Feydeau. De Feydeau, ouais. Je l'ai vu au Théâtre des Variétés avec Jean-Paul Belmondo. Et en fait on en parlait avec Michael, et moi je trouve que là, pour le coup, l'adaptation, j'en ai pas une grande image dans mon esprit, mais moi je me rappelle de l'interprétation de Belmondo. Donc j'avais un peu l'impression que Belmondo prenait le pas sur l'adaptation, et je pense que ça a un peu chanté. Je sais pas que c'est pas que ça desservait, mais finalement au bout du compte, est-ce qu'elle était si bien que ça, cette adaptation? Moi, j'avoue, voir Belmondo sur scène, c'était assez... moi, j'ai eu cette chance, et j'avoue, c'était une vraie chance de le voir jouer. Mais je pense que ça prenait le dessus par rapport à l'adaptation. Alors, je sais pas si ça sera la même problématique sur le film, parce que tu parles du Dindon aussi. Le Dindon, avec Danny Boone, Guillaume Gallienne. Là, je pense que on est plus dans une réadaptation. Il change la période, non, l'époque, peut-être. Oui, de mémoire. J'ai vu la bande-annonce, j'ai pas vu le film. Donc, je crois, effectivement... Et ça, effectivement, dans l'interprétation, le problème, c'est que l'interprète prenait le dessus sur la pièce, quoi. Enfin, à mon humble avis. À ton avis. Thomas, sur une adaptation que tu chéris ou alors que tu ne peux plus voir, et les raisons de l'un ou de l'autre? Moi, je peux plus voir un Star Wars depuis qu'il a été racheté par Disney. Mais tu crois que c'est un rapport? Excuse-moi de te couper. Tu crois que c'est un rapport? La pauvreté des scénarios et les piètres choix d'acteurs. Je suis désolé, c'est Disney. Enfin.
Je vois pas d'autre explication, alors que t'as un univers qui est super riche dans les livres. Pourquoi faire des films de merde? Je comprends pas. Déjà avec les 3 d'avant, j'avais trouvé que déjà c'était pas terrible. Là, les 3 enfin, je sais plus. La menace fantôme. Ils sont à 2 de les nouveaux là. C'est impossible. Si bien que je me suis mis à regarder Star Trek, j'ai carrément changé d'univers. En termes d'adaptation qui est super sympa, il y a Dune qui a été adapté par la chaîne Sci-Fi en 3 épisodes, qui à mon sens au niveau costume et proximité avec l'histoire est beaucoup mieux réussi que la série de Lynch. Il en a fait qu'un, Lynch. Celui de Lynch, ouais. Celui de Lynch, il a des choses qui sont bonnes dans le sens où il a quand même mis Toto à la musique. Il y a des super bons acteurs, mais derrière, il était limité au niveau des capacités de ce qu'il pouvait reproduire à l'écran. Il a dû adapter certains trucs du livre, il a dû inventer des choses pour les reproduire à l'écran. C'est vrai qu'en y repensant maintenant, je me suis dit bon, c'est quand même pas mal ce qu'il a fait, parce que il a réussi à transposer un truc dans le livre qui était pas transposable et puis en faire quelque chose. Mais voilà, moi j'ai une préférence pour la série. Faut savoir qu'il y a un film qui va ressortir sur Dune là dans pas longtemps. Si c'est pas l'année prochaine, ça va être l'année d'après. Moi j'ai pas trop aimé Monsieur Mercedes, la 2e saison adaptée de Stephen King là. Ouais. J'ai bien aimé la première, j'ai pas aimé du tout le début de la 2e. Je sais pas si t'as commencé à regarder la 3e. J'ai pas regardé la 3e. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que en ayant lu la trilogie Monsieur Mercedes, Carnet Noir et puis Ronde, je sais plus le nom du titre en VF, mais c'était End of Watch, fin de ronde, voilà, en VF. J'ai trouvé que la première, 2e saison était vraiment remarquable et ils ont changé un peu la fin parce que la 2e saison, c'est le tome 3 en fait. D'accord. Et en fait, Carnet Noir, qui est la saison 3 en fait, qui est adaptée visiblement, il intervient Brady Hartsfield, mais et du coup, la question que je me pose, c'est dans la série, est-ce que dans les livres, est-ce que c'est vraiment aussi paranormal que ça? Ouais. Parce que dans la première saison, elle est pas du tout paranormale. Non, mais le 3e livre, fin de ronde, est effectivement tend vers le paranormal. Okay. Parce que Brady Hartsfield a des aptitudes. Ouais. Ça c'est, mais moi je rejoins avec Stephen King. J'ai pas tout aimé, mais pour moi il y a des monuments incroyables. Les Évadés, ou dans le bouquin, c'est la rédemption de Shawshank. C'est dans le recueil des saisons, différentes saisons justement. Il y a Misery, même si le livre est tellement bon. Mais l'adaptation qui a été faite avec une Kathy Bates totalement déjantée, tout le monde ceux qui ont vu le film ont en mémoire l'image avec la masse, qui est déjà quand on en parle, on sent que ça fait très 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 mal. Et toi, Michael, Stephen King? Non, moi ce serait pas ça. En fait, je me pose la question. Pour préparer l'émission, on se demandait un petit peu quelle était l'adaptation qui vous avait le plus plu ou déplu. Et en fait, en vous écoutant, j'ai un truc qui me vient. Je me pose la question de savoir ce qu'est une bonne adaptation. Et je pense qu'une bonne adaptation, c'est quand, avec le temps, on ne sait plus si un événement de l'aventure, du livre ou du film appartient à l'un ou à l'autre. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu l'occasion de lire Walking Dead. Je suis un fan, conditionné. Et j'ai découvert en même temps la série. Et les mois se sont écoulés, voilà, je suivais vraiment en parallèle, je suis un gros passionné, il y a d'énormes différences, et je discutais l'autre jour avec des fans de Walking Dead, et on se posait une question concernant un passage dans l'aventure, et j'étais incapable de savoir si c'était dans le comics ou dans la série télé. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, quand on sait plus si c'est dans l'un ou si c'est dans l'autre, je trouve que le pari il est fait, il est bien, il est tenu et c'est réussi, quoi. C'était quoi le truc? Alors je me souviens plus précisément, c'était sur le décès de l'assassinat, c'est super gay, l'assassinat de 2 gamins dans une prison. À un moment donné, où le groupe arrive dans un centre pénitentiaire, et je ne sais plus à ce stade-là si c'était dans le comics ou dans la série. Et à ce moment-là, voilà. Et d'ailleurs, dans la série, il y a un personnage qui est un des personnages les plus importants, qui s'appelle Daryl, qui est un peu c'est Daryl, hein, il me semble, celui le personnage à l'arbalète, et donc qui est qui est le personnage
préféré généralement des fans. Et quand on dit aux fans de la série que ce personnage-là n'existe pas dans le comics, ils pensent que c'est impensable le succès. Que le comics ne peut pas exister. Sauf qu'il existe, quoi. Ouais. Après, il y a toujours des approches qui sont faites, et puis différentes, parce qu'il faut enrichir, il faut romancer. Ça dépend si tu sais à l'avance que tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 10 saisons pour raconter ton histoire et d'y intégrer des nouveaux personnages. Et c'est vrai qu'on le voit notamment sur le Batman de Tim Burton. Toi qui es un fan de Batman, je crois que même Michael Keaton, le Batman, est moins mis en avant parce qu'il se fait voler la vedette par des personnages qui sont les méchants, qui étaient censés... Parce que le titre du film, c'est quand même Batman, quoi. Et en fait, c'est Michelle Pfeiffer en Catwoman, et puis... le Joker. Et pas le Joker, dans celui-là, le défi, c'est... tu parles du pingouin ? Le pingouin. Le pingouin qui est mis, alors j'ai plus Danny DeVito qui est mis à l'avant, et tu vois, donc tu dis mais attends, c'est quand même, le film s'appelle Batman, quoi. Et ben non, ceux qu'on voit vraiment, c'est les méchants. Donc et du coup tu te dis bah ok, c'est des personnages existants, mais tu rajouterais un personnage un peu plus truculent qui a rien à voir dans l'histoire, et il t'amène un petit truc différent, quoi. C'est la force de l'adaptation, et un bon adaptateur c'est quelqu'un qui comprend l'essence peut-être de l'œuvre de départ, et qui sans se l'approprier en fait quelque chose qui va varier. Parce que c'est vrai que tu parlais tout à l'heure en antenne. C'est marrant qu'on parle de Batman, parce que je suis tombé sur une émission justement où il parlait des différentes adaptations de Batman, et que en fait c'est ce qu'il disait en gros, c'est que Batman il est tellement multifacette que tout le monde peut en avoir une interprétation différente, et tout le monde peut s'approprier, et c'est pas le cas de tous les personnages. Tu peux pas comme ça t'approprier un personnage et puis en faire quelque chose, une version propre à toi. C'est vraiment spécial à Batman, je pense. Vous savez que dans pas longtemps il y a le Joker qui va sortir. Oui. Et je connais des personnes qui l'ont déjà vu, et il paraît qu'il est époustouflant. Alors dans l'interprétation, l'adaptation du Joker, il paraît qu'il est phénoménal. Ouais. Donc après on verra. Je crois qu'il sort la semaine prochaine, je crois. C'est possible. Plutôt avoir en VO alors. Ah, mais ça aussi, on pouvait parler effectivement de la VO, et voilà. Parce que c'est aussi un travail d'adaptation finalement. Mais attention, il faut pas toujours critiquer la VF, hein, parce que moi je trouve que des fois quand vous écoutez les films en VO, il y a des voix originales qui sont très nasillardes. C'est toujours un peu le même ton, et je trouve quand même il faut rendre à César ce qui est à César. Les doubleurs français, chapeau bas quand même. C'est pas doubleur, c'est comédien. Ouais, si comédien de doublage. Attention, on rigole plus. Attention. Non, c'est comédien de doublage. C'est ce que j'allais dire, mais tu m'as devancé. Mais c'est vraiment des comédiens, quoi. Ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Salaud. Moi, je pensais à un truc. Tiens, entre parenthèses, il y en a un qui a été pas mal adapté. On parlait de Stephen King. Moi, je penserais plutôt à Philippe K. Dick. Oui. Et moi, il y avait un film que j'avais adoré. De nombreuses fois adapté, effectivement. Alors, il avait fait un livre qui s'appelait Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Ouais. Vous vous rappelez quel film ça a donné, ça ? Je crois savoir, ouais. Non. Gendarme et Gendarmette. C'était un De Funès. C'était avec un Schwarzenegger et une Sharon Stone, et c'était Total Recall. Pas du tout. Non ? Ah, non. J'aurais cru. Minority Report alors. Non, non plus. Non plus. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. J'y suis pas. Oui, Blade Runner. Voilà, Blade Runner, évidemment. Donc ça, c'est un de mes films préférés. Mais bon... Mais on est effectivement souvent... le problème de l'adaptation, c'est, je pense, très souvent, le lieu commun, c'est de dire le film est moins bien que le livre. Je pense que ça doit venir du fait où le lecteur fait travailler son imaginaire pendant la lecture du livre, et qu'il le travaille d'une certaine façon, et quand il va voir le film et que ça ne correspond pas, et forcément ça va être très difficile que ça corresponde à ce qu'on pensait, la communauté des fans, ouais. Bah forcément ça amène un peu certaines critiques. Alors la série où j'entends le moins de critiques, bizarrement, c'est Harry Potter. Moi j'ai jamais lu les bouquins, de toute façon la série Harry Potter ne tient pas dans mon cœur personnellement, je marche très très mal là-dessus. Mais apparemment les fans s'y sont retrouvés,
Et je pense qu'il y a une autre série aussi où ça a bien marché, et en film, et en livre et en film. Je crois que c'est Twilight. Bah, alors là, je suis pas du tout dedans. Hein. Ces deux films-là, pour moi, ça tient au fait que les gens ils commencent à lire les livres une fois qu'ils ont commencé à regarder le film. Ouais. Tu penses qu'ils ont fait l'effet inverse? Du coup, ils ont leur imaginaire qui est déjà forgé en fait. Et du coup, ils forgent pas leur propre idée sur, tu vois. C'est possible. C'est plus pour ça en fait qu'il y a moins de gens déçus. Je sais, pour avoir lu les Hunger Games avant qu'ils soient adaptés, pareil, moi je m'étais fait l'univers. Bon, j'étais ravi que ce soit Jennifer Lawrence qui fasse Katniss. Hein, mais est-ce que tu aurais pensé à elle? Mais non, c'était pas. Je voyais quelqu'un de moins athlétique en fait dans le personnage. Mais regarde par exemple Mimi Mati. Mimi Minority Report. Qu'est-ce que je veux dire? Tu m'as enlevé ce que je voulais dire. Crache-le, on va en termes d'adaptation, oui, ça me revient. En termes d'adaptation, moi je pense beaucoup au personnage de James Bond, de Ian Fleming. Si vous regardez bien, à l'époque, quand on va proposer Daniel Craig, tout le monde va lui tomber dessus à bras raccourcis en disant mais c'est qui ce mec? C'est pas James Bond, parce que tout le monde avait l'image soit de Sean Connery, soit de Roger Moore, même de... Bon, c'est vrai que Timothy Dalton, il est passé un peu à la trappe, mais il y avait quand même Pierce Brosnan qui l'avait un peu relevé. Mais tu vois, un peu le mec un peu classieux. Et en fait, non, c'est un alcoolique, James Bond. C'est un miso, c'est tout ce qu'on veut. Il est pas bourré de qualité tout le temps. Et je pense qu'effectivement, pour le coup, là, il a fallu attendre le 5e ou 6e James Bond pour avoir peut-être celui qui ressemblait le plus, entre guillemets, à ce qu'avait créé Ian Fleming. Ouais, tout à fait. Et ce qui est très marrant aussi dans l'adaptation, c'est les adaptations de films qui ont déjà été adaptés. Les reboots, tu parlais de Total Recall. Oui. Ah oui. Et regarde, il y a un reboot de Total Recall avec Colin Farrell qui franchement n'a... Et Kate Beckinsale. Ouais, qui n'a pas d'intérêt. Et ça, on n'est pas dans la logique de l'adaptation. On s'est dit, tiens, on va ressortir un film qu'on a créé dans les années 80 ou 90. On n'avait peut-être pas on va rechanger l'histoire et puis on a les effets spéciaux qui vont bien aujourd'hui. Puis résultat des courses, l'original est bien meilleur que la deuxième mouture. Mais je trouve que c'est courageux de s'attaquer à refaire quelque chose d'une adaptation. Je trouve que c'est vraiment... On sait que de toute façon l'adaptation au ciné elle sera moins bien que le bouquin, comme tu disais, l'accès à l'imaginaire et tout ça, c'est plié d'avance. Mais je pense que c'est vraiment courageux. Un réalisateur qui commence, se dit, tiens, moi je vais faire ce choix-là, je vais faire camper tel ou tel personnage, tel ou tel comédien, telle ou telle atmosphère. J'aime cette démarche. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez fort, quoi, et d'assez intime. Regarde Spielberg avec Tintin. Moi, en plus ce jour-là, j'avais appris une nouvelle qui était pas très très heureuse, donc ça a été une respiration dans ma fin de journée, et j'étais comme un gamin devant l'adaptation que Spielberg en a faite. J'ai adoré. Alors, est-ce que c'était conditionné par rapport à ce début de journée qui était pas facile? Peut-être. Mais dans tous les cas, j'attends avec impatience la version de Peter Jackson, parce que c'est majestueux, il y a de l'aventure, il y a de l'humour. C'était bien doublé, la VF était vraiment excellente. D'ailleurs, le capitaine Haddock, qui était doublé par, malheureusement son nom m'échappe, mais le comédien qui faisait également Kiefer Sutherland dans la série 24. Le doubleur. Le comédien de doublage. Voilà. Donc encore avec, ça m'ennuie de ne plus avoir son nom en tête, parce que c'était vraiment un comédien extraordinaire. Et donc voilà, c'est tout ça participe à la réussite d'une adaptation. Et Spielberg dernièrement, il a fait aussi le film adapté du roman avec la DeLorean, King Kong, sur Ready Player One. Ready Player One, qui dans le bouquin, à aucun moment il y a quelque chose sur Shining. Mais il s'est dit, dans l'univers collectif, dans les films, Shining a marqué des générations, donc il a repris Shining. Tu sais qu'en plus cette adaptation de Stephen King, c'est celle que a détesté le plus Stephen King, paraît-il. Oui. Donc faite quand même par Kubrick, mais lui il a pas matché. Exactement. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en termes d'adaptation, on pourrait aussi parler des biopics et des choix. Tu sais, dans un biopic, je pense, il y a eu Rocketman dans un des derniers biopics sortis. Bon, il y a Bohemian Rhapsody. Moi, je me rappelle aussi d'un excellent biopic sur Peter Sellers. Si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, il est assez étonnant. C'est le choix de traiter tel ou tel sujet ou d'éviter tel ou tel sujet sur ce qui a été le cas sur Bohemian Rhapsody notamment, où on n'a pas voulu, on a un Freddie
Mercury qui est quand même très lisse par rapport à ce qu'il était vraiment. Et cette volonté vraiment de donner une certaine vision du personnage. Rocketman, c'est un peu la même chose. La seule différence, c'est que dans Rocketman, on va traiter ça d'une manière un peu plus, on va dire, comédie musicale. D'ailleurs, entre parenthèses, l'acteur, dont je ne sais plus le nom, qui jouait dans Kingsman, est excellentissime, entre nous soit dit. Mais le choix d'un biopic, c'est aussi une adaptation de la vie de quelqu'un. Et des fois, c'est pas toujours très joyeux. C'est très difficile, moi, je trouve aussi le biopic. C'est pas facile comme façon de filmer, de trouver le bon angle. Et bien justement, pour terminer sur ce sujet, eh bien on va écouter un peu ce qui a été fait sur Dune, puisque c'est une musique fort célèbre, et on va écouter, donc c'est la piste 10, c'est le désert thème. On écoute et on revient juste après. Alors on est dans l'ambiance Dune, on va laisser cette musique de film en fond sonore et puis on arrive à la fin de l'émission, donc les coups de cœur, coups de gueule. Je crois que c'est pas forcément coup de gueule pour tout le monde. Il y a notre président de la République, Jacques Chirac, qui est décédé dernièrement, le 26 septembre, je crois, de mémoire. Donc un petit tour de table, les uns les autres. Pas être sympa. Thomas, on t'écoute. Les autres vont être plus sympas. C'est sur Twitter, c'est quelqu'un qui a dit le prodige de la vie de Chirac, c'est d'avoir de rares moments été à la hauteur de ce qu'il aurait pu être s'il n'avait pas été corrompu par l'argent. Je trouve ça tout à fait juste. Ouais, enfin, c'est valable pour beaucoup d'hommes politiques, de droite comme de gauche. Oui, mais Chirac a été, à certains moments de sa vie, à un niveau où on attendait les gens. Et ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de personnes. Enfin, moi, ce que je vois, c'est le monde qu'il y a pour Chirac. Vous voyez les files d'attente, c'était incroyable. Aujourd'hui, quand on parle de Chirac, on dit pas qu'il a été forcément le meilleur président de la France, sauf que il avait un lien avec les Français et qui apparemment est indéflectible et vraiment ça fonctionne. Ça suscite une grande émotion. Voilà. Moi, je repense, le truc qui me fait penser à Chirac, c'est l'émission qu'il avait fait avec Michel Fid à l'époque. Oui. Il était au bas des sondages, et où il dit à Michel Fid, laissez-moi une minute, une réflexion comme ça, laissez-moi une minute. Et Michel Fid avait le bouquin de Chirac qui était effectivement pas très épais. Il dit, mais vous savez, monsieur Chirac, une minute, c'est le temps qu'il m'a fallu pour lire votre bouquin. Et Chirac lui répond, et encore, je vous avais pas donné celui avec les dessins coloriés. Voilà, bon, moi je trouve que il me faisait beaucoup rire. Maintenant, effectivement, c'est pas ce qu'on demande à un président, mais il était proche des gens, et puis c'est pas le cas forcément. Je suis pas sûr que Macron il soit aussi proche que Chirac, je sais pas. Je crois que c'est la fin aussi quelque part de ce type d'homme politique, à tort ou à raison. Alain, lui, voulait citer cette histoire. Elle a été rapportée d'ailleurs par Philippe de Villiers lorsqu'il s'est confié sur les ondes d'une autre radio. Et donc il explique qu'un jour il y avait un déjeuner à Bruxelles. Il y avait Helmut Kohl, François Mitterrand, Jacques Chirac et Tony Blair. Et lui, il représentait Philippe Léotard, qui était ministre de la Communication à l'époque et qui était parti pour courir le marathon de New York. Et Philippe de Villiers explique ceci. Mitterrand leur demande aux uns et aux autres, pour vous, quels sont les grands tournants de l'histoire ? Tony Blair dit 1215, la Grande Charte.
Helmut Kohl, dit 1648, traité de Westphalie. François Mitterrand dit 496, baptême de Clovis. Tout le monde se retourne alors vers Jacques Chirac. Il prend sa canette et dit 1664, Cronenbourg. Voilà. Alain souhaitait partager. Ouais. Il en avait une autre de marrante. C'est une fois, on lui a dit, Monsieur le Président, vous avez bonne mine. Et il a dit, et encore, t'as pas vu le crayon. Michael ? Moi, c'est le guignol de l'info. C'est c'est évidemment ça que je garde parce que je m'intéresse depuis très peu à la politique et je crois effectivement que c'est la fin. Il marque la fin d'une politique, d'une manière, d'une posture. Et puis c'est aussi par nostalgie ces émissions du dimanche soir, 7 sur 7, Anne Sinclair, que je voyais les grands hypnotisés par ces émissions-là. Je ne comprenais pas un mot, mais je voyais un Jacques Chirac s'agiter. Je ne comprenais rien du tout. Et c'était cette espèce d'univers un peu à part. Donc donc automatiquement, oui, un peu touché tout de même parce que on entend ce nom quand on est petit, quand on est gamin, Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, c'était aussi dans les Guignols toujours le slogan manger des pommes. Putain, 2 ans quand même, hein. J'ai lui qui a couille molle. Voilà, c'était tout ça. Et justement pour faire le lien avec la fête de la pomme, puisque je vous informe qu'il y a dimanche 6 octobre. La fête de la pomme à Bretteville-du-Grand-Caux, c'est l'écomusée de la pomme et du cidre qui organise cet événement de 10h à 18h. Donc c'est très intéressant parce que vous y verrez comment le brassage à l'ancienne se fait. Il y aura une visite de cidrerie, il y aura la démonstration de machines à ramasser les pommes, la présence de la mascotte Mickey et Minnie, et oui, le groupe de musique The Falcons qui sera présent. Et donc vous aurez en vente tous les produits locaux, du terroir, les produits artisanaux, et puis il y aura tout un tas d'expositions également qui vous seront accessibles, notamment des véhicules anciens. Et donc ça va se passer au Clos Mazur, la fête de la pomme, le dimanche 6 octobre, à Bretteville-du-Grand-Caux, dans l'écomusée. Donc je ne peux que vous encourager à y aller. Et puis on est raccord avec le slogan de Monsieur Chirac, manger des pommes. C'est un sacré hasard ? Je crois pas. Il n'y a pas de hasard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on se retrouvera le lundi 14 octobre 2019 à Westrack Radio. Avec l'émission, je vous demande de vous arrêter et on espère que Alain sera de retour pour cette prochaine émission. D'ici là, restez fidèles au programme de Westrack. Il est pratiquement 19h09. Merci à Westrack de nous avoir permis de déborder un tout petit peu. À dans 15 jours. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I
broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free, but now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive.